Salam alaikum azulflaoun. Bonjour. Nous revenons donc vers vous pour continuer l'émission que nous avions commencée hier avec Ali Benouari. Mais avant de le recevoir, nous informons les opinions publiques que le régime algérien a décidé de passer outre la mobilisation des Algériens contre le gaz de schiste, contre son exploration et son exploitation. L'ordre de procéder à la fracturation aurait été lancé. Le collectif anti-gaz de schiste de Insalah vient de lancer l'alerte et de publier un communiqué. Je vous le lis. Je cite: afin de respecter les contrats signés avec les multinationales étrangères et de manière à satisfaire ses exigences premières, Sonatrach a décidé d'opérer le cracking en soutenant par un renfort sécuritaire extraordinaire l'entreprise Halliburton en charge des hydrofracturations assassines. Ni les risques avérés d'affecter la population d'un point de vue sanitaire, ni les conséquences environnementales néfastes et malheureusement définitives sur l'eau et l'environnement, ni les photos et vidéos prises sur le site du forage et qui montrent à quel point l'inconscience, le laxisme et la gabegie règnent sur ces chantiers ne feront reculer Sonatrach. Nous, citoyens algériens de Insalah, avons décidé d'empêcher l'entreprise de fracturer en construisant un barrage humain sur le site du forage et en barrant la route à Halliburton. Les renforts de gendarmes ne nous arrêteront pas et nous n'utiliserons aucune violence. Nous sommes depuis le premier jour pacifiques, mais déterminés, même face aux forces sécuritaires qui, nous le savons bien, ne font qu'appliquer les ordres et qui sont déroutés, ayant conscience qu'il n'y a que des Algériens face à face. Sachant que le commanditaire de ces projets est le gouvernement français, représenté sur place par Total et Schlumberger, nous lançons un appel à la société civile française afin qu'elle fasse pression sur son gouvernement et qu'il renonce à ses expérimentations sur notre population et sur notre environnement. Signé le collectif anti-gaz de schiste de Insalah. Je signale qu'après l'interview que nous a accordée José Bové, il semble qu'il ait été approché, entre guillemets, par des relais du régime, ou du moins qu'on l'ait trompé et qu'on lui aurait chuchoté à l'oreille qu'il venait de parler sur une chaîne islamiste. Cela montre bien que le régime a une peur bleue de la société civile française. Il a peur qu'elle ne se réveille et qu'elle ne découvre le poteau rose et la honteuse connivence entre l'État français et le régime algérien. Je signale que les gens d'Insalah ont été téléphoniquement isolés. Il est quasiment impossible de pouvoir les joindre. Voilà, Ali Benouari, merci de nous avoir encore une fois consacré de votre temps. C'est moi qui vous remercie, Si Jalal. Merci. Alors, d'abord le gaz de schiste. La situation semble se compliquer sérieusement. Si vous pouviez nous en parler, nous dire votre avis, votre position. Ma position, telle que je vais l'exprimer de manière officielle, pas seulement par votre canal, c'est que je soutiens sans réserve les citoyens de Ain Salah dans leur mouvement d'opposition pacifique à l'exploitation du gaz de schiste. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat, dans leur juste combat. Je voudrais dire aussi que le peuple algérien dans son ensemble, ainsi que le monde entier, a les yeux braqués sur leur juste et légitime combat. Je suis certain qu'ils feront reculer, et je n'en doute pas une seconde, et ils ne devraient pas en douter une seconde, la coalition des intérêts sordides qui n'ont qu'un but, c'est-à-dire faire dans notre Sahara ce qu'ils ne sont pas autorisés à faire chez eux, c'est-à-dire des expériences dangereuses pour la santé de nos populations, exactement comme les essais atomiques français. Et ils laisseront derrière eux des régions entières contaminées et condamnées pour des siècles. J'en profite pour dire d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fera si ces risques non maîtrisés aujourd'hui devaient se confirmer demain?
alors que on sait que la décontamination ne sera plus possible, comme pour les expériences atomiques, les radiations atomiques. Également, qui paiera? Est-ce que c'est les multinationales? Est-ce que c'est la France? C'est les États-Unis? Parce que ça c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que nous prenons le risque, mais nous sommes seuls à prendre ce risque. Oui, en effet. Et puis, j'aimerais ajouter qu'au danger pour la santé des populations s'ajoute le risque de pollution irrémédiable des nappes albiennes, qui est, comme je le disais hier, notre seul et véritable trésor sur lequel nous pouvons compter dans des situations de guerre et de famine. Et il ne faut pas croire que ce risque est irréel. Et il est bien réel, parce que nous savons que nous ne pouvons pas compter aujourd'hui sur les centaines de milliards de dollars qui ont été tirés des hydrocarbures conventionnels, qui ont été dilapidés par ces mêmes gestionnaires qui veulent aujourd'hui nous convaincre des bienfaits du gaz de schiste. Oui. Donc je dis aux gens de Ain Salah et à tous les Algériens, je dis également à ces mêmes irresponsables qui nous gouvernent, quand bien même les dangers liés à l'exploitation et à l'exploration du gaz de schiste étaient exagérés, vous n'êtes pas qualifiés pour les mener à bien. Vous n'êtes pas qualifiés. Et ce gaz est mieux là où il est. Il faut le laisser là où il est. Mais c'est ce que disent les Benouaris, ce que disent les populations du Sud. Elles disent, nous on ne dit pas ne pas exploiter, mais laissons ce gaz de schiste, ce pétrole de schiste sous notre sol pour les générations futures. D'ici là, on trouvera des méthodes plus soft, moins nuisantes, d'exploiter ces ressources, il n'y a aucun souci. Et à la limite, il demande un moratoire, il demande juste à ce qu'on en discute. Mais le régime refuse. Je rappelle qu'Ali Benouari a exercé plusieurs hautes responsabilités au sein de l'État algérien et qu'il a été ministre du Trésor. Restez avec nous, Ali Benouari, nous allons présenter la sélection de presse. Aujourd'hui, liberté, gaz de schiste. Après le désastre économique, le désastre écologique. Un texte de Ali Benouari. Mediapart, le blog de José Bové. Le gouvernement algérien doit interdire la fracturation hydraulique par José Bové. TSA, José Bové apporte son soutien aux anti-gaz de schiste en Algérie et dénonce Total. Ali Benouari, concernant le scandale dit Anadarko Duke Energy que vous avez évoqué hier. L'émission d'hier a pris fin avant que vous n'ayez fini de nous l'expliquer. Nous allons donc reprendre où vous étiez arrivé, où vous avez dû suspendre donc votre narration de cette histoire. Je rappelle brièvement cette affaire. En 2003, alors que Chakib était encore PDG de Sonatrach, en même temps que ministre de l'Énergie, il fut décidé, on ne sait pas par qui, et on ne sait pas si cela fut autorisé par la Banque d'Algérie, de vendre les actions que Sonatrach détenait sur Anadarko et Duke Energy. Des portefeuilles d'actions qui se chiffraient en plusieurs centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars. Le produit de la vente a été placé auprès d'un gros fonds d'investissement américain, Russell Investment. Mais Sonatrach, dont Chakib Khalil avait, semble-t-il, imposé un deal à Russell Investment, qu'une exclusivité pour le Moyen-Orient et l'Afrique soit accordée à la société bidon de Farid Bjaoui, qui avait été créée en 2 temps 3 mouvements, peu de temps avant la transaction. Rappelons que Farid Bjaoui est le neveu de Mohamed Bjaoui. Et c'est ainsi que l'affaire fut emballée. Il semble que cela aurait rapporté plusieurs centaines de millions de dollars aux 2 comparses, Bjaoui et Khalil, et que l'Algérie a perdu un énorme pactole. Nous en étions là, Ali Benouari. Alors si vous pouviez vous continuer à nous en parler. Je vais poser la question, de me ramener sur ce terrain des actions Anadarko et Duke Energy, qui étaient initialement Panhandle. Nous n'avons pas le temps de faire l'historique de l'acquisition de ces actions, mais c'était à l'issue d'un contentieux où l'Algérie avait reçu en dédommagement des actions de ces 2 compagnies. Donc il faut rappeler que Anadarko est présente sur le sous-sol algérien depuis le début. Donc c'est une compagnie qui est très liée aux investissements pétroliers en Algérie et qui aurait pu permettre à l'Algérie d'investir aussi et de tirer profit de l'expérience d'Anadarko dans d'autres pays comme les États-Unis, le Mexique et ailleurs.
Je connais bien ce dossier, c'est pour ça que je suis content que vous me posez la question. Je suis un de ceux peut-être qui le connaissent le mieux, du moins dans ses aspects financiers, puisque nous avons cherché tous les moyens. Rappelez-vous, en 1989, 90, 91, nous avions les caisses vides et nous nous demandions comment il fallait faire pour trouver de l'argent. Et moi, je gérais directement ce dossier. Et donc, j'ai découvert l'existence de ces actions. Et croyez-moi ou pas, mais ni moi, ni le Premier ministre Roselli, dont j'ai géré ce dossier quand il était ministre des Finances, et moi, son conseiller, à aucun moment, nous n'avons cédé à la tentation de les vendre, à cause de l'intérêt stratégique qu'elles représentent. Parce que non seulement ces actions, leur prix augmente d'année en année, donc c'est un véritable pactole, vous avez raison de le dire, mais à travers l'investissement dans ces deux compagnies, nous devenons une grosse compagnie internationale. Et donc, en vendant ces actions, nous avons arrangé les affaires des actionnaires de l'Anadarko et de Duke Energy. Nous nous sommes débarrassés de la possibilité d'agir sur d'autres théâtres d'opération et également d'éviter que Anadarko, qui nous a fait un procès à la suite de l'annulation de la loi de 2006, la loi scélérate de Cheikh Khalil, oui. Nous aurions pu, si nous étions restés dans le conseil d'administration de cette entreprise, peser pour que les doléances, les revendications, modérer les revendications d'Anadarko, et à tout le moins, une fois que Sonatrach a payé les normes des dédommagements qui nous étaient demandés, au moins en retirer aussi un profit en tant qu'actionnaire. Oui. Donc, c'est une première erreur stratégique. Mais cette erreur stratégique est liée à des dysfonctionnements. Quand je dis erreur, il y a 3 erreurs, n'est-ce pas? On va les examiner les 3. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des erreurs, ce sont des comment dirais-je, intentionnelles. C'est-à-dire que les risques que je souligne ne pouvaient pas échapper à Cheikh Khalil, ni au gouvernement, ni au président de la République. Il y a complicité, il y a association de malfaiteurs dans cette affaire. Et si vous le voulez bien, je vais essayer d'expliquer ça de manière très précise. Je vous en prie, faites. Alors, nous sommes tout oui. Je vous ai dit que l'erreur, la première erreur était de vendre ces actions. Mais ces actions ont été vendues par qui? Qui a pris la décision? Ben justement, là, Ali Benouari. De l'énergie qui Ali Benouari. Ali Benouari, Ali Benouari, je m'excuse, oui. Je vous interromps juste un petit instant. Normalement, ce genre d'action est soumis au principe dit des 3 I. Inaliénable, inaccessible, insaisissable. Non, ça c'est des investissements privés, c'est pas le domaine de l'État. Mais ce sont des actions qui appartiennent à l'État. C'est simplement que la décision, oui. Il ne revenait pas au président de Sonatrach seul ou au ministre de l'Énergie. À la Banque d'Algérie de décider. Le dysfonctionnement, c'est qu'ils ont court-circuité le gouvernement et ils ont court-circuité la présidence de la République, disons le gouvernement. Donc la décision a été prise dans l'opacité et assumée par Cheikh Khalil, qui agissait aussi, ce qui est un dysfonctionnement très grave, en tant que président de Sonatrach. Et la Banque d'Algérie, évidemment, n'a rien vu, n'a pas eu à donner son mot, n'a pas à dire son mot dans cette affaire. La deuxième erreur qui implique la Banque d'Algérie, là directement, c'est le non-rapatriement des fonds. Quand Sonatrach vend du pétrole, la loi l'oblige à rapatrier les devises. Elle ne peut pas les garder à l'étranger et les gérer elle-même. Or, là, en l'occurrence, Sonatrach, qui était propriétaire des actions, a agi comme si elle était propriétaire des devises et a géré ces devises comme si c'était une compagnie étrangère. Comme si l'argent lui revenait de droit, et la Banque d'Algérie, évidemment, aurait pu protester, alerter, elle ne l'a pas fait. Donc, un énorme dysfonctionnement, peut-être complicité. Mais en fait, tout ça signifie qu'il y a une couverture d'en haut, plus haut que Cheikh Khalil, plus haut que le gouvernement, plus haut que la Banque d'Algérie. Ça ne peut être que la présidence de la République. D'accord. Donc Cheikh Khalil s'est substitué au gouvernement en décidant de gérer lui-même, avec la complicité du ministre des Finances, Abdelatif Benachnou, qui lui-même a placé son copain, directeur général de la Banque algérienne à Zurich, parce qu'il faut rappeler que ces actions étaient gérées par la Banque algérienne à Zurich. Et la Banque algérienne à Zurich, c'est elle qui a confié, sur ordre du ministère des Finances, qui lui-même agissait sur ordre du ministre de l'Énergie probablement, qui a décidé de confier la gestion de ces fonds. C'est donc une véritable association de malfaiteurs. Comme vous l'avez souligné, à Khalid Bjaoui. C'est donc une véritable association de malfaiteurs fondée sur le régionalisme, fondée sur la cooptation, sur les parentèles, les clientèles.
C'est une association de malfaiteurs. Je vous dis que celui qui nomme le directeur général de la BACE, c'est le ministre des Finances. Seul le ministre des Finances peut ordonner, ou le conseil d'administration, c'est plus grave là, parce qu'on touche à la responsabilité des administrateurs suisses. Il faut savoir que la BACE est gérée, comme toutes les entreprises de droit suisse, par un administrateur suisse de plus. Il y a 2 administrateurs algériens, donc il y a 3 administrateurs suisses. Et la décision se prend par le conseil d'administration. Pourquoi les administrateurs suisses également n'ont pas réagi? Donc les dysfonctionnements sont également à ce niveau. Banque d'Algérie, ministère des Finances, conseil d'administration de la Banque algérienne à Zurich. Et pour finir, la 3e erreur, qui appelle un autre dysfonctionnement, c'est d'investir cet argent. Donc le donneur d'ordre, évidemment, c'est la Banque algérienne du commerce extérieur et les responsables qui sont derrière, confie la gestion de cet argent à une vulgaire, je dis vulgaire parce qu'elle a été créée pour les besoins de la cause, avec un capital probablement dérisoire dans un paradis fiscal. Dubaï, mais c'est une société qui est domiciliée dans un paradis fiscal pour bien montrer, pour qu'il y ait de l'opacité dans sa gestion et de l'opacité s'agissant de ces actionnaires qui profitent évidemment des gains indus réalisés par le placement de ces fonds. Et donc, la 3e erreur, c'est d'investir à travers une société offshore qui est créée pour les besoins de la cause et également, au lieu de les confier à Russell Investment, qui est au moins un grand fonds d'investissement, c'est de les confier à cette entreprise, à cette société bidon qui, elle, les a confiés à Russell. C'est-à-dire un intermédiaire non seulement inutile, mais qui a fait courir un risque de contrepartie important. Confier des milliards de dollars à une société qui vaut quelques milliers de dollars. Et tout le monde s'est sucré. Si vous demandez... La seule raison pour agir de cette manière est la captation d'une partie des dividendes et des intérêts perçus par le placement. Et si je vous demandais d'évaluer le préjudice, quel chiffre me donneriez-vous? Il faut une enquête. Qu'il y ait une enquête. Mais cette affaire est passée à la trappe. Une enquête au niveau suisse. Oui. Parce que le conseil d'administration, qui est contrôlé par les Suisses, est entièrement responsable aussi, et directement responsable. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réactiver cette affaire et demander des comptes? Ah non, du tout. S'il y a une affaire qui est actuelle, c'est bien celle-là. Très bien. Vous n'avez pas une idée du préjudice? Une idée globale? À mon avis, il n'est pas déraisonnable, vu les montants investis, et vu que Shakib Khalil lui-même a parlé d'un gain en 2010 de 600 millions de dollars. Le gain. 600 millions de dollars. Uniquement le gain. Cela signifie que le gain réel devait être peut-être des milliards de dollars ou de 800 millions de dollars. Donc il n'est pas déraisonnable de penser que les montants qui ont été soustraits au trésor algérien s'élèvent à plusieurs dizaines, voire 100 ou 200 millions de dollars. Et si les actions de ces deux, d'Anadarko et de Duke Energy n'avaient pas été vendues, quelle aurait été leur valeur aujourd'hui? Je n'ai pas suivi. J'ai suivi le cours de ces 2 actions pendant des années, dans mon bureau au ministère des Finances. Tous les jours, je regardais la valeur de ces actions et je me disais, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça a monté de 2%, 3%, pour dire que ces actions revêtaient un intérêt certain. Parce que leur action, évidemment, qui suit le cours des marchés pétroliers, mais qui suit aussi les cours de bourse. J'invite tous les Algériens à regarder, parce qu'ils peuvent le faire aujourd'hui très facilement à travers Google, à travers Internet, n'importe qui se branche sur n'importe quelle société boursière, les cours de Anadarko et de Duke Energy. Et ils verront comment ces actions ont grimpé depuis qu'elles ont été vendues par Shakib Khalil. Une perte sèche donc pour l'Algérie, comme d'habitude. J'espère que cette affaire sera remise sur la table pour qu'on puisse poursuivre ces gens. J'aimerais souligner un autre dysfonctionnement pour dire que c'est le gouvernement et la présidence de la République qui sont directement responsables et interpellés. C'est que l'Algérie s'est interdit de créer un fonds souverain. Et Shakib Khalil lui-même a décidé de gérer comme s'il avait lui le pouvoir de faire un fonds souverain. Parce qu'un fonds souverain, c'est ça. C'est de l'argent algérien investi en bourse, investi à l'étranger. Ce que le gouvernement algérien n'a pas été autorisé à faire. Un simple ministre, a pu le faire. Et il le fait en fonction de ses intérêts étriqués. Ali Benoît, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais que... la motivation de ce voyou. Parce que
l'époque, on pouvait imaginer que son intention était honnête, était bonne, et qu'il avait en vue l'intérêt du pays, autant nous savons aujourd'hui que ses intentions étaient malhonnêtes, qu'il n'a jamais agi. Absolument. Guidé par la maintenant, quand on y regarde avec du recul, parce que maintenant nous pouvons revisiter cette affaire à la date et Duke Energy. Ali Benouari, il nous reste 4 minutes. Et le temps court dans cette émission, malheureusement. C'est tellement intéressant ce que vous nous dites. Et il nous reste 4 minutes. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce document magistral que vous avez publié, dont j'ai fait état hier et aujourd'hui dans la présentation de la presse. Dites-nous un peu quel est votre sentiment et quelles sont les actions que vous comptez entreprendre et éventuellement quel appel lancez-vous aux Algériens. Mais vous avez moins de 4 minutes, je suis désolé. Oui, je disais que cette affaire de guerre de schiste, dans cet article de Liberté, que j'ai fait par exemple Liberté, est emblématique de l'éveil des consciences, un éveil irrémédiable. Et que, au fond, il pose la problématique de la démocratisation du pays, qui, elle, seule, peut permettre de corriger tous les dysfonctionnements observés à tous les niveaux, y compris cette affaire, malheureuse affaire de guerre de schiste. Donc j'ai abordé le problème de fond, le gaspillage phénoménal, historique, de 1000 milliards de dollars. En 2019, nous aurons perdu 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire aucun pays dans l'histoire n'a gaspillé autant d'argent en un laps de temps aussi court, c'est-à-dire 20 ans. Or, 20 ans, c'est le temps qu'il a fallu à la Turquie, à la Corée du Sud, d'émerger, de partant de zéro, de devenir des pays parmi les plus riches au monde. C'est ce que nous ambitionnons et ce que j'ambitionne pour l'Algérie. L'Algérie a les moyens, mais à condition que nous ayons une ambition et que nous ayons une vision sur ce qu'il faut faire. Nous avons les moyens d'atteindre les sommets en 20 ans. Or, malheureusement, nous avons fait exactement l'inverse. En 20 ans, nous aurons gaspillé 1000 milliards de dollars et j'esquisse une solution de fond qui est, dans cet article, qui est la révolution globale. Il faut une révolution globale. Il faut tout détruire. Il faut raser. Tout l'édifice qui a été construit et pourri, vermoulu. Il faut tout détruire et tout reconstruire. C'est ce que j'appelle le grand chantier, la grande révolution globale, qui réhabilite le travail honnête et productif, qui introduit de la justice sociale, donc qui réhabilite la monnaie nationale, qui réhabilite le travail et qui permet de réaliser, d'entamer des réformes sectorielles à tous les niveaux, mais à condition que le socle politique soit garanti, c'est-à-dire l'assise, le sous-sol cesse. Sans réforme politique, on ne peut rien entreprendre, aucun progrès n'est possible. Et une fois que ces réformes sont entamées et redonnent aux citoyens algériens et aux assemblées élues leur véritable rôle, à ce moment-là, on peut s'attaquer à la deuxième grande réforme qui est la réforme monétaire et fiscale, et enfin les réformes sectorielles, et avoir un plan sur 20 ans, un plan de développement sur 20 ans, et qui ne peut être réalisé, bien entendu, que si nous avons un pouvoir stable et légitime. Voilà, en gros, hélas. Il vous reste une minute, si vous avez un appel à lancer à vos compatriotes. Oui, j'en profite pour lancer un appel pour la sauvegarde de notre nation. C'est un papier qui est sur mon site internet pour la sauvegarde de notre nation, confrontée à de multiples défis, que je vais également republier parce qu'il me semble aborder un peu cette problématique de ces périls auxquels la nation est exposée et les moyens d'y faire face. Donc je lance un appel à tous les citoyens algériens qui aiment leur pays de se regrouper autour de cet idéal de sauvegarde de notre nation, quelles que soient les divergences qu'ils peuvent avoir sur un plan idéologique. Il faut se serrer les coudes, il faut travailler la main dans la main, il faut oublier les conflits qu'il a pu y avoir par le passé. Il faut que l'opposition également se resserre, oublie ces divergences. Il ne faut pas qu'il y ait d'exclusifs, parce que malheureusement, il y a beaucoup de partis politiques qui pratiquent encore l'exclusion, je ne veux pas les citer, et ça n'ira pas loin. Tous les Algériens, je dis bien tous les Algériens, quelle que soit leur sensibilité, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, doivent travailler la main dans la main dans cette œuvre de sauvegarde. Merci. Et je suis évidemment présent, je suis disponible pour agir dans ce sens. Merci Ali Benouari, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.